Eh ben, on peut y aller. On commence. Premier DP. Vous recevez en consultation dans votre cabinet de cardiologie Madame G, une patiente de 70 ans que vous suivez depuis quelques années pour une HTA sous ramipril-sol. Elle vous rapporte ressentir des palpitations par intermittence depuis quelques semaines, sans autres symptômes. Son ECG est le suivant. Comment est-ce que vous l'interprétez? Bon, l'ECG, on l'interprète avec la méthode Frachy, que vous devez connaître, même si vous ne la connaissez pas sous ce terme, c'est comme ça que vous interprétez l'ECG. F pour fréquence cardiaque, R pour rythme. Est-ce que le rythme est sinusal ou non? Qu'est-ce qu'on entend par sinusal? Un rythme qui est sinusal, c'est un rythme où on voit une onde P, qui est donnée par le sinus atrial, et où on voit des QRS qui sont donnés par cette onde P. D'accord? C'est ce qu'on dit, une onde P avant chaque QRS, un QRS après chaque onde P. Ça, c'est un rythme sinusal. Donc F, fréquence, R, rythme, A pour axe. L'axe du cœur, c'est quelque chose qui est facile à déterminer. Vous avez deux dérivations, D1 qui est complètement horizontal vers la gauche, et vous avez AVF qui est complètement vertical vers le bas. Le CG, c'est simple. Le CG, c'est une déflexion positive. Si vous avez une onde qui est positive, ça veut dire qu'elle va vers l'électrode. Si l'onde est négative, ça veut dire qu'elle s'éloigne de l'électrode. Avec ça, vous comprenez facilement comment on interprète l'axe. Si ça va vers D1, ça va vers la gauche. Si ça va vers AVF, ça va vers le bas. Et l'inverse, c'est la même chose. Si ça s'éloigne de D1, alors c'est qu'on va vers la droite. Si ça s'éloigne d'AVF, c'est qu'on va vers le haut. En fonction de ça, on peut déterminer le cadran dans lequel on est. Est-ce que l'axe est normal, anormal? Le C pour conduction. On va regarder donc en premier la conduction au niveau auriculo-ventriculaire. Donc je regarde du début de mon onde P au début de mon QRS. Est-ce que j'ai plus ou moins de 1 grand carreau, 200 millisecondes? Plus de 200 millisecondes, je vais avoir un bloc auriculo-ventriculaire de type 1. On le reverra sur un dossier, sur le prochain dossier. D'accord? Donc ça, c'est le premier type de conduction, auriculo-ventriculaire. Puis après la conduction à l'intérieur même des ventricules, ça c'est la largeur du QRS, qui ne doit pas dépasser 3 petits carreaux, 120 millisecondes, sinon on parle de bloc de branche. Puis enfin, on va avoir la repolarisation, en tout cas le temps que va mettre le ventricule à se repolariser, c'est le QT, début du QRS jusqu'à la fin de l'onde T, qui doit être inférieur en fonction de si c'est un homme ou une femme. Un homme, c'est 450 millisecondes, une femme 460 millisecondes. Ça, on vous embêtera jamais avec ça. D'accord? Donc retenez bien 200 millisecondes du début de l'onde P au début du QRS et 120 millisecondes, 3 petits carreaux, du début du QRS à la fin du QRS. Ça, c'est important. H pour hypertrophie. Comment est-ce qu'on calcule l'hypertrophie? Comment est-ce qu'on regarde l'hypertrophie? L'hypertrophie, c'est l'index de Sokolov. Vous le connaissez, vous ne le connaissez pas. En tout cas, l'index de Sokolov, c'est vous prenez la déflexion positive en V5, vous prenez la déflexion négative en V2, vous additionnez les deux, et si on a plus de 35 mm, alors dans ce cas-là, c'est qu'on a une hypertrophie ventriculaire gauche. D'accord? Et ensuite, la dernière chose, le I. I pour ischémie. Quels segments et quelles ondes vont nous orienter vers une ischémie? C'est l'onde T. Si l'onde T est trop ample, si l'onde T est négative, ça nous oriente vers une ischémie. Et c'est le segment ST. Si le ST est sus-décalé, ça va nous orienter, s'il y a un miroir, vers un syndrome coronarien aigu ST+, avec sus-décalage du segment ST. Et le ST est aussi le sous-décalage du segment ST, qui est aussi un signe d'ischémie, tout comme les anomalies de l'onde T que j'ai décrit avant. Donc ici, vous avez cet ECG. Comment est-ce que vous l'interprétez? Je vous laisse, je vous ai laissé un petit peu de temps si vous voulez répondre. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok. D, ok. Ok, très bien. Hop. Donc effectivement, ici, le rythme n'est pas sinusal. Pourquoi le rythme n'est pas sinusal? Parce que on ne peut pas identifier d'onde P. On n'identifie pas là cette petite déflexion positive, ce petit chapeau avant le QRS. Là, on ne le voit pas du tout. On a plutôt ce qu'on appelle une trémulation de la ligne de base. On voit que la ligne de base, elle n'est pas toute droite, elle n'est pas toute nickel, mais par contre, il n'y a pas d'onde P qu'on peut identifier. Donc le rythme n'est pas sinusal. Est-ce que le rythme est régulier? Non. Bon, ça, c'est plutôt facile
à voir. Ce que je vous conseille toujours de faire aux EDN, c'est des fois, vous allez voir, c'est pas si évident que ça à déterminer. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un papier, vous le mettez devant le ECG, vous faites deux petits traits QRS, enfin pointe de l'onde R, pointe de l'onde R, et vous regardez si ça s'applique bien à tous les intervalles. Si tous les intervalles ne sont pas pareils, alors le rythme est irrégulier. Ici, c'est évident, des fois, c'est moins évident. Bloc auriculo-ventriculaire de type 1. Alors ça, c'est un petit piège. Hein. Le BAV1, c'est début de l'onde P, début du QRS supérieur à un grand carreau. Si vous n'avez pas d'onde P, vous ne pouvez pas avoir de BAV1. Il ne faut pas essayer de chercher une onde P dans la trémulation de la ligne de base pour dire « Ah oui, là, il y a peut-être une onde P, je calcule par rapport au QRS, ça a l'air d'être un BAV1. » Non, quand vous n'avez pas d'onde P, vous ne pouvez pas avoir de BAV1. Les QRS sont fins? Oui, les QRS sont fins. Comment est-ce qu'on détermine que les QRS sont fins? C'est simple, ils font moins de 3 petits carreaux, moins de 120 millisecondes. Donc les QRS sont fins. Si les QRS sont fins, on ne peut pas avoir de bloc de branche gauche. Bloc de branche gauche, les QRS sont forcément supérieurs à 120 millisecondes. Donc ici, la bonne réponse était la réponse D. Quel diagnostic évoquez-vous? Je vous laisse un petit peu de temps pour me répondre. Bon, très bien, hein. Là, il y a assez peu de suspense. On évoque effectivement une FA ou fibrillation atriale. Pour vous, aux EDN, une tachycardie irrégulière à QRS1, ce sera toujours de la fibrillation atriale. Vous n'avez même pas à vous poser la question. Ok, donc on fait le diagnostic de fibrillation atriale rapide. Elle vous apporte une biologie qu'elle a réalisée avant la consultation. Tout est à peu près, tout a l'air normal. Sa tension est normale, la fréquence cardiaque, elle est à 125 par minute. Et on réalise une échographie qui retrouve une FEVG normale, pas de dilatation de l'oreillette gauche, ça vous vous en moquez. Et tout va bien, on décide d'adopter une stratégie de réduction de la fibrillation atriale par cardioversion électrique. Quel traitement est-ce que vous pouvez introduire? Est-ce qu'on peut introduire du bisoprolol? Est-ce qu'on va introduire une anticoagulation à dose préventive? De l'amiodarone? De la digoxine? De l'aspirine? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse une dizaine de secondes pour me répondre. Ok. Léa, ok, tu me dis A, ok. Kelly B. D'accord, on va voir. Ok, on va voir un petit peu. Donc effectivement, le bisoprolol, c'est une bonne réponse. Pourquoi est-ce qu'on va introduire du bisoprolol? On va introduire du bisoprolol pour ralentir la fréquence cardiaque. Qu'est-ce qu'on peut aussi introduire pour ralentir la fréquence cardiaque? On pourrait introduire de la digoxine. Et on a un troisième traitement pour ralentir la fréquence cardiaque qu'on aurait pu mettre ici, c'est un inhibiteur calcique bradycardisant, diéthiazème ou verapamil. On va le voir juste après. L'anticoagulation, l'anticoagulation dans la fibrillation atriale, que ce soit avant la réduction, après la réduction au long cours, c'est toujours une anticoagulation à dose curative. Dose curative, c'est un synonyme, vous le verrez des fois, de la dose efficace. D'accord? Toujours dose curative. L'amiodarone, on va le voir, c'est un traitement qui, soit à grosse dose, va permettre de réduire une fibrillation atriale, soit à petite dose, va permettre de maintenir un patient en rythme sinusal. Mais pour ça, il faut qu'il soit retourné en rythme sinusal. Ici, il est en fibrillation atriale, elle est en fibrillation atriale. On ne va pas mettre d'amiodarone tout de suite, on va voir pourquoi. Et l'aspirine, c'est dans la maladie athéromateuse qui n'a rien à voir avec la fibrillation atriale. Bon, vous le voyez ici, une question comme ça, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas forcément trop quoi répondre parce que c'est pas clair dans la fibrillation atriale. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ralentir, on doit anticoaguler, on doit à un moment donné maintenir en rythme sinusal, mais avant ça, il faut faire retourner en rythme sinusal. C'est le fouillis, c'est embêtant, c'est pas clair. La fibrillation atriale, en quelques diapositives, vous verrez que vous aurez tout compris. Première diapo, des définitions qui sont bêtes et méchantes, qui n'ont pas vraiment de sens, mais qu'il faut connaître par cœur. La fibrillation atriale paroxystique, c'est de la fibrillation atriale qui dure depuis moins de 7 jours. À partir de 7 jours, on considère que la fibrillation atriale est persistante. Et le dernier stade, c'est quand on dit, écoutez, là, la fibrillation atriale, chez vous, pour X raisons, on ne va plus tenter
de la réduire, vous ne repasserez plus en rythme sinusal, et donc dans ce cas-là, on considère que la fibrillation atriale sera permanente, ce qui est un synonyme de fibrillation atriale acceptée. D'accord? Donc FA paroxystique inférieure à 7 jours, persistante plus de 7 jours, permanente, ça veut dire qu'on ne tentera plus de la réduire. Premier type de fibrillation atriale, c'est la plus facile, c'est la fibrillation atriale permanente, celle où on se dit on ne tente pas de la réduire. Qu'est-ce qu'on fait? La fibrillation atriale, c'est toujours la même chose. En petit 1, on n'est pas des barbares. Si un patient arrive et qu'il est en fibrillation atriale rapide, c'est-à-dire à plus de 110 battements par minute, on va le ralentir. C'est la première chose à faire systématiquement. Comment est-ce qu'on ralentit une fibrillation atriale? 3 traitements. Premier traitement, les bêta-bloquants. Deuxième traitement, les digoxines. Troisième traitement, les inhibiteurs calciques bradycardisants, que sont le diltiazem et le verapamil. Comment est-ce que je choisis tel ou tel traitement pour ralentir la fibrillation atriale? Eh bien, en fait, il ne faut pas faire comme on vous le dit dans le bouquin, apprendre des situations par cœur, à type de FE inférieur à 40%, bêta-bloquant digoxine, OAP digoxine, ce genre de choses. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Vous pouvez toujours mettre les 3 traitements, sauf si il y a une contre-indication à un des traitements. Ça paraît logique. Quelles sont les contre-indications aux bêta-bloquants? Les contre-indications bêta-bloquants, vous les connaissez la plupart du temps. Ça va être tout ce qui va être maladie de Raynaud, troubles de la conduction, asthme, œdème aigu du poumon, quand on est en phase aiguë, on ne peut pas mettre de bêta-bloquants. Et donc tout ça vont contre-indiquer, toutes ces situations vont contre-indiquer les bêta-bloquants. Quelle est la contre-indication des inhibiteurs calciques bradycardisants? Il y en a une qu'il faut que vous connaissiez, c'est l'insuffisance cardiaque à FEVG altéré. Insuffisance cardiaque à FEVG altéré et l'insuffisance cardiaque aiguë, l'œdème aigu du poumon. D'accord? Insuffisance cardiaque à FEVG altéré, œdème aigu du poumon, pas d'inhibiteur calcique bradycardisant. Et la digoxine, eh bien pour vous, la digoxine, vous n'avez pas vraiment à savoir quand est-ce qu'on l'utilise pas parce que c'est des situations qui ne vous concernent pas vraiment. On va surtout éviter de l'utiliser quand on a des hypokaliémies, on va surtout éviter de l'utiliser quand les patients ont des cardiomyopathies hypertrophiques, mais ce n'est pas vraiment des choses à votre programme, en tout cas pour les cardiomyopathies hypertrophiques. Et donc, pour vous, la digoxine, ça n'a pas de contre-indication. Ce qui fait qu'en fait, quand on vous dit le patient en OAP, il faut lui mettre de la digoxine, eh ben, c'est simplement parce que les bêta-bloquants sont contre-indiqués dans cette situation et les inhibiteurs calciques bradycardisants sont contre-indiqués dans cette situation. Donc vous comprenez un petit peu comment il faut raisonner pour ralentir une fibrillation atriale. 3 traitements, bêta-bloquants, digoxine, inhibiteur calcique bradycardisant, leurs contre-indications, et ensuite, eh ben, on sélectionne celui qu'on veut. Petit 2, on calcule le Tchad-Vasc. Le Tchad-Vasc, il nous sert à quoi? À l'anticoagulation au long cours. Ici, comme on est sur de l'AFA permanente, on ne va pas avoir de problématique de il faut réduire la fibrillation atriale, le faire repasser en rythme sinusal. Donc on sera tout de suite sur la problématique de comment on anticoagule au long cours. Tchad-Vasc supérieur ou égal à 1 hors simple critère de sexe. Vous savez que le SC à la fin pour sexe catégorie correspond à la femme qui compte pour 1. On considère que s'il y a juste ce critère, c'est comme si c'était égal à 0. Donc, Tchad-Vasc supérieur ou égal à 1 hors simple critère de sexe, on anticoagule. Et c'est tout. Donc vous voyez, la FA permanente, très simple. Si c'est rapide, on ralentit, on calcule le Tchad-Vasc. Si supérieur ou égal à 1, on anticoagule. Anticoagulation toujours à dose curative. Et c'est terminé. Sauf que bien sûr, vous imaginez bien, on ne va pas vous proposer ça aux EDN. Ce qu'on va vous proposer aux EDN, c'est la FA persistante ou paroxystique, en tout cas, celle où on va nécessiter d'intervenir pour la réduire. Le petit 1, il ne change pas. Le petit 1, c'est toujours pareil. On voit un patient en fibrillation atriale rapide, on le ralentit. On n'est pas des barbares. Comment est-ce qu'on le ralentit? Bêta-bloquant, digoxine, inhibiteur calcique bradycardisant. Maintenant, je décide de réduire ma patiente. Réduire ma patiente, ça veut dire je veux la faire passer d'un rythme en fibrillation atriale à un rythme sinusal. Qu'est-ce que je crains en faisant ça? En fait, je crains que mon oreillette, qui est en train de fibriller, donc la fibrillation, il faut vous imaginer, l'oreillette, en fait, elle se contracte tellement vite que la contraction n'est pas efficace. C'est vraiment un mouvement très superficiel. Le sang stagne. Il va notamment stagner dans un orifice qui est appendu
à l'oreillette gauche qui est l'auricule gauche. Le sang qui stagne, ça fait des caillots. Les caillots, le risque, c'est que ça fasse des thromboses un petit peu partout, notamment des AVC. Ça, c'est ce que je crains dans la fibrillation atriale. Et qu'est-ce que je vais craindre d'autant plus quand je vais réduire ma patiente? C'est que quand l'oreillette, elle va passer de « elle se contracte quasiment pas parce qu'elle fibrille » à « je choque la patiente, elle retourne en rythme sinusal et l'oreillette se contracte », en fait, qu'au moment où l'oreillette se contracte quand je fais le choc électrique, s'il y a des caillots, tous les caillots vont être envoyés dans la circulation périphérique. Il faut que je m'assure que ça n'arrive pas. Pour ça, j'ai deux solutions. Soit je vais voir directement s'il n'y a pas de caillots dans le cœur. Pour ça, l'échographie transthoracique, elle n'est pas assez efficace. Il faut faire une échographie transœsophagienne où je vais beaucoup mieux voir le cœur et notamment je vais beaucoup mieux voir l'auricule gauche qui est l'endroit où se forment les caillots. Donc je peux faire une échographie transœsophagienne et s'il n'y a pas de caillots, choquer ma patiente pour la faire retourner à un rythme sinusal. Bien entendu, ce n'est pas la solution qu'on va vous proposer aux EDN. Ce qu'on va vous proposer aux EDN, c'est une stratégie où je vais anticoaguler ma patiente, puis après la choquer. Combien de temps est-ce que je dois anticoaguler ma patiente avant de la choquer? On a défini, grâce aux études, que c'était 3 semaines. Au bout de 3 semaines, théoriquement, je suis certain que même s'il y avait des caillots dans le cœur initialement, au bout de 3 semaines d'anticoagulation, ils ont disparu. Et donc, je peux tranquillement faire la cardioversion. Comment se passe maintenant la cardioversion? La cardioversion, c'est soit des très grosses doses d'amiodarone, soit un choc électrique. La plupart du temps, on fait les deux pour être certain que ça fonctionne. On met des très grosses doses d'amiodarone au préalable et ensuite, on fait un choc électrique. Ok, j'ai fait mon choc électrique, le patient est retourné en rythme sinusal. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de deux choses. Première chose, l'anticoagulation. L'anticoagulation, après réduction, je ne réfléchis pas, c'est 1 mois systématiquement pour tout le monde. Pourquoi 1 mois pour tout le monde? Parce qu'en fait, on sait que l'oreillette, à partir du moment où elle a été choquée, certes, elle n'est plus en fibrillation atriale, elle est revenue en rythme sinusal, mais elle reste un petit peu mollassonne pendant quelques semaines. Combien de semaines? On a déterminé que c'était 4 semaines. Donc, pendant 4 semaines, il y a toujours un risque qu'il y ait des thrombus qui se forment dans l'oreillette. Et donc, on anticoagule. Systématiquement pour tout le monde. Après ce mois d'anticoagulation, on réfléchira sur l'anticoagulation au long cours. Le long cours, c'est le CHA2-VASc. Supérieur ou égal à 1 hors simple critère de sexe, j'anticoagulerai au long cours. Et ensuite, une fois que j'ai réduit ma patiente, il faut aussi que je décide, est-ce que cette patiente, j'ai envie de lui mettre un traitement pour la maintenir en rythme sinusal ou non? Pour vous, systématiquement, la réponse, ce sera oui. Je lui mettrai un traitement de maintien en rythme sinusal. Pour ça, deux solutions. Première solution, vous avez un cœur qui est sain, vous mettez de la flécaïne. Deuxième solution, quand je veux dire cœur sain, c'est-à-dire vous lui faites l'échographie est parfaite, il n'y a rien d'anormal, flécaïne. Si le patient, il y a quelque chose qui ne va pas à l'échographie, ce sera amiodarone. Et le reste, on s'en fout, vous n'avez pas à le connaître. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le sotalol, qui est la troisième molécule qu'on vous présente, c'est une molécule qui va simplement vous embrouiller. C'est bizarre, le sotalol, c'est un bêta-bloquant. Mais les bêta-bloquants, on avait dit que c'était pour ralentir. Bah ouais, mais le sotalol, il est un peu bizarre, c'est un bêta-bloquant qui va permettre aussi de maintenir en rythme sinusal. Mais on va l'utiliser que dans une seule situation, c'est la cardiopathie ischémique, où il faut des bêta-bloquants, mais sans insuffisance cardiaque, parce que le sotalol n'est pas un médicament, n'est pas un bêta-bloquant de l'insuffisance cardiaque. Les bêta-bloquants de l'insuffisance cardiaque, c'est le mécabiné, qui se termine en lol, d'accord? Mécabiné. Et donc, le sotalol, c'est pas un médicament de l'insuffisance cardiaque. Ce qui fait qu'il y a très très peu de cas où on va utiliser le sotalol, et même dans les recommandations actuelles, il est loin derrière l'amiodarone et la flécaïne. Donc retenez, cœur sain, flécaïne, cœur malade, amiodarone. Si je fais un résumé de la fibrillation atriale que vous aurez aux EDN, c'est le patient arrive, il est en fibrillation atriale rapide, je le ralentis. Qu'est-ce que je mets pour ralentir? Soit des bêta-bloquants, soit de la digoxine, soit un inhibiteur calcique bradycardisant, en tenant compte de toutes leurs contre-indications. Ok,
La patiente est ralentie. Maintenant, je vais décider d'adopter une stratégie de réduction. 3 mois d'anticoagulation, pardon, 3 semaines d'anticoagulation, choc électrique, 4 semaines d'anticoagulation pour tout le monde. Ensuite, je réfléchis en fonction du chat vasque pour l'anticoagulation au long cours. Et pour maintenir en rythme sinusal, cœur sain flécaïne, cœur malade, amiodarone. Et là, vous savez répondre à toutes les questions sur la fibrillation atriale. Et vous allez voir, ce dossier, c'est uniquement des questions. Je vais vous piéger sur là, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on met pour ralentir, qu'est-ce qu'on met pour anticoaguler, etc. Et on peut vous piéger très facilement avec ça. Comment est-ce qu'on anticoagule une fibrillation atriale? C'est assez simple. On différencie fibrillation atriale valvulaire et non valvulaire. Valvulaire, c'est les patients qui ont soit un rétrécissement mitral, soit une prothèse mécanique dans le cœur. Chez ces patients-là, on sera obligé de faire une stratégie, on mettra des HBPM avec un relais par AVK. Les patients qui sont hors de ces critères, qui ont une EFA qui est dite non valvulaire, on peut faire une stratégie soit où on met HBPM puis AVK, soit on mettra des AOD d'emblée. Les AOD, dabigatran, rivaroxaban, apixaban. On préfère largement mettre les AOD parce qu'il n'y a pas de surveillance à avoir, alors qu'avec les AVK, on doit surveiller les INR. Et chez la femme enceinte, qui est un cas un peu particulier, on pourra mettre seulement les HBPM parce que les AVK et les AOD sont contre-indiqués, c'est phétotoxique. Ok. Vous expliquez à la patiente les deux stratégies de cardio.